tout le monde. On Bonsoir. est en direct, effectivement. Donc ouais, de préférence, tu le tiens voilà comme ça, juste tu parles en face quoi. Pas de souci. Donc iSoft, donc tu fais de l'airsoft, c'est bien ça? Tout à fait. Jusqu'à là, je me cours pas. La toute première question, avant même de te demander qui tu es, etc., c'est comment est-ce que tu décrirais l'airsoft, qu'on a tendance à décrire comme juste tu cours et tu tires, quoi. Comment tu le décrirais vraiment en tant que sport? Il y a plein de choses à dire, mais je pense que je vais prendre le même discours que j'ai tenu pendant tout le week-end. Souvent, pour ceux qui ne connaissent pas, je dis que c'est un loisir qui est similaire au paintball. Souvent, le public connaît un peu plus ça, mais à la différence qu'on va utiliser un peu les pistolets à billes de fête foraine, mais version adulte bien améliorée. Et on est des grands enfants qui s'amusent dans les bois avec comme valeur la camaraderie et également le fair play, parce que contrairement au paintball, lorsqu'on est touché, on n'a aucune peinture qui permet de nous identifier, donc c'est au joueur lui-même de se déclarer. Et après, différents modes de jeu qu'on peut retrouver souvent dans les jeux vidéo type FPS, donc match à mort par équipe, les classiques. Voilà dans les très grandes lignes. On a un temps limité, mais sinon je pourrais en discuter, je pense, comme tout passionné pendant des heures. Mais voilà, en tout cas. Je suis heureux que tu te reprennes par rapport à ça, parce que c'est vrai que sinon on n'aura vraiment pas le temps du tout. Oui, je me doute bien. Mais ouais, ok, c'est super. Du coup, toi, donc, tu es un YouTuber, tu fais aussi du Instagram par rapport à l'airsoft, c'est ça? Tout à fait, j'essaye d'être présent sur le plus de réseaux possible pour essayer, au travers de différents médias, ça permet aussi d'avoir un contenu différent, parce que le format n'est pas le même, la durée également. Donc j'essaye d'être présent sur ces différents avec ma patte graphique et mon identité. Alors, en parlant de patte graphique et d'identité, justement, moi, ce qui m'a frappé avec ta chaîne, du coup, je connaissais pas du tout avant de devoir faire cette interview-là. Je me suis pas mal renseigné et j'ai vu que tu mêlais la narration à l'airsoft. Donc en fait, tu fais une sorte des petits courts-métrages, un peu tu mets du film, quoi. Tu fais un truc plutôt cinématique, plus que juste faire du coup des matchs, quoi. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de court-métrage, mais c'est vrai que ça m'est arrivé par le passé, parce que au-delà de faire des vidéos d'airsoft, à la base, je suis vraiment un passionné d'audiovisuel. C'était mon métier. En tant qu'auto-entrepreneur, donc de créer des vidéos et tout. Donc j'ai toujours aimé ce côté léché qu'on pouvait retrouver dans les vidéos, et j'ai essayé de l'intégrer fut un temps, même si je m'en suis un peu détaché, pour plus me tourner ces dernières années vers du divertissement, pour parler de l'airsoft au plus grand nombre, au travers de différents contenus. Ok, super. Et du coup, donc là actuellement, au niveau de tes projets même actuels et futurs, tu te diriges vers quoi environ? Parce que j'ai vu que ta dernière vidéo sur YouTube date de 8 mois, je crois, un truc comme ça. Donc là, tu te diriges vers quoi? Un peu plus vers... Quoi tu te diriges, quoi? Effectivement, déjà ça fait longtemps que malheureusement j'ai pas sorti de vidéo, malgré qu'il y en a beaucoup qui sont en montage, mais c'est parce que il y a beaucoup de projets, et du coup ça prend du temps en étant tout seul, et surtout à faire ça sur son temps libre. Déjà être ici présent, à essayer de monter un espace Airsoft au #festival. Cette année, on a également monté un village Airsoft au Japan Tour Festival, qui est un autre événement qui est fait par les mêmes organisateurs. Donc déjà ça prend beaucoup de temps en termes de logistique et en amont. J'essaie de faire participer à des événements aussi, pour essayer de mettre en avant, en tout cas à mon échelle, les acteurs du loisir, pour les promouvoir. J'avais fait aussi un événement pour fêter du coup les 10 000 abonnés. Donc même si c'est beaucoup de travail en fond qu'on ne voit pas forcément sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux, ça prend du temps. Et après, c'est que je deviens peut-être de plus en plus ambitieux, vu que ça fait quand même un moment que je suis sur YouTube. Donc j'ai l'envie de faire des projets qui prennent plus de temps, surtout encore une fois à produire. Les derniers gros projets, c'est une série de vidéos où le but c'était de faire découvrir l'airsoft le temps d'un week-end à une personne extérieure au loisir, pour lui faire découvrir, et surtout d'avoir son ressenti avec son œil néophyte, et surtout avec son jargon, pour que ça parle au plus grand nombre, et potentiellement que ça intéresse de nouvelles recrues par la suite. Ok. Alors déjà c'est super intéressant, tu parles de nouvelles recrues, on en parlera plus tard, de l'engouement pour l'airsoft, l'évolution de l'engouement par rapport à l'airsoft. Mais d'abord j'aimerais te poser comme question, du coup tu bosses seul, ou est-ce que tu as une équipe qui te suit derrière par rapport à tout ton contenu, etc. Alors déjà il y a deux choses, c'est que je travaille dans ce domaine-là, pas ma chaîne YouTube, mais je travaille pour un site internet qui vend du matériel lié à l'airsoft, où je suis chargé de production audiovisuelle. Donc déjà toute la semaine, donc je réalise des vidéos dans ce cadre-là, et le week-end je fais mes réalisations. Très clairement, je suis tout seul parce que je ne dégage aucun bénéfice de cette chaîne YouTube. Je suis à perte, mais c'est vraiment par passion, parce que j'adore ça, et surtout on a forcément une vision différente entre celle de l'entreprise, où je ne suis pas le seul décisionnaire, et moi, ma chaîne, comment je la vois. Mais par contre, j'ai des copains qui donnent un coup de main. Au bout d'un moment, si on a envie de faire des projets plus importants, il faut réussir à s'entourer. J'ai de la chance d'avoir des amis airsofters qui me filent un coup de main, que ce soit sur la logistique, la réalisation. Et après, je fais appel à des cadreurs, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas avoir toutes les casquettes. Joueur, présentateur, gérer s'il y a des invités, l'organisation, et en plus faire du cadrage. Donc j'ai délégué une partie du cadrage à des gens que j'ai pu rencontrer sur des événements ou au travers de l'airsoft.
pour me soulager un peu de certains pôles. Ouais, c'est effectivement ça par quoi on doit passer au bout d'un moment, quoi, forcément. Et donc du coup, cette équipe-là que tu t'es créée, donc c'est des gens avec qui tu bosses souvent ou alors c'est un peu adaptatif, quoi? J'ai un répertoire de cadreurs, savoir s'ils sont disponibles aux dates, si déjà le projet aussi leur va, parce que y a certains projets où ils vont être au cœur du jeu. Donc il faut faire aussi attention à eux. Ils ont bien sûr un gilet jaune, les protections adéquates. Ouais. Et aussi, je leur fournis le matériel. C'est jamais ni du matériel de location, ni leur matériel perso, parce qu'on n'est jamais à l'abri, même si on a des protections qui prennent un impact sur leur matériel pro. C'est sûr, donc c'est toujours moi qui le fournis, pour déjà qu'il n'y ait pas de souci là. Et après, sur les joueurs, oui, je prends des joueurs qui partagent la même vision du loisir que moi. Donc on est en accord là-dessus. Ils savent aussi que c'est pas une partie classique, il faut prendre un peu plus de temps pour mettre en place, faire les différents points de vue, les rushs vidéo. Donc voilà, j'ai une équipe régulière d'une quinzaine, vingtaine de joueurs et je dis est-ce que vous êtes dispo à cette date-là? Et voilà, et puis ça m'arrive de temps en temps quand j'ai des gens qui me contactent, j'aimerais bien tester. Donc on fait un essai sur des parties classiques, on échange et tout. Et si on voit que ça marche bien et qu'on partage les mêmes valeurs, pourquoi pas les associer sur un projet. Ok, c'est vachement cool, Du coup, on va repartir un peu plus sur l'airsoft en général. Donc tu parlais de recruter de nouvelles personnes, même dans le sport, quoi. Comment tu vois l'évolution, toi, à titre vraiment personnel, de l'engouement des gens, en tout cas de la popularité de l'airsoft? Moi, par exemple, mais j'ai toujours eu un peu ça a toujours passé un peu à côté de là où j'allais l'airsoft. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai jamais trop entendu parler nulle part ou quoi, ça m'a jamais trop été proposé, donc j'ai l'impression que c'est pas niche, mais que ça pourrait être peut-être plus mis en avant. Déjà oui, effectivement ça a bien évolué, rien qu'on le voit quand on va en convention de plus en plus, quand on leur dit est-ce que vous connaissez, au moins ils connaissent le nom Airsoft, où ils voient c'est un truc similaire au paintball, comme je disais tout à l'heure, similaire au paintball, où ça tire des petites billes. Donc on se rend compte que quand même le public connaît de plus en plus, en tout cas de nom. À savoir que quand même l'airsoft est arrivé dans les années 90 en France, donc c'est pas non plus tout récent. Il a connu vraiment une grosse progression dans les années 2010, on a vu beaucoup de magasins et de professionnels fleurir et apparaître. Et on sent que ça commence à se stabiliser sur le nombre de joueurs récurrents. J'ai peur de dire une bêtise, parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles, mais je pense qu'on est vraiment entre 20 000 et 50 000 joueurs réguliers à pratiquer notre loisir. Et après, plus occasionnel, on est quasiment, je pense, à 100 000, mais c'est peut-être une partie de temps en temps et tout. Parce qu'après, il y a ce côté il y a des professionnels où l'airsoft est pratiqué comme du laser game. Ils viennent faire de la location pendant 1 heure, essayer l'activité, etc. Donc pour moi, je les mets vraiment dans des joueurs occasionnels. Après, je pense qu'il y a une évolution aussi, la manière de consommer le loisir. Avant, c'était beaucoup plus en association, un peu le côté deuxième famille, où c'était un truc où on se retrouvait le week-end, faire une partie, le barbecue et aménager le terrain. Et là, vu qu'il y a de plus en plus de professionnels, il y en a qui viennent aussi consommer l'airsoft de manière différente, où ils viennent payer leur partie 20 € la journée. Il y a moins ce côté convivial, même s'il y en a toujours. Hein. Mais je me rends compte qu'il y a les nouveaux joueurs, il y en a de plus en plus, mais ils ont une autre manière de jouer. Ok. Voilà. Ok, qui se traduirait par du coup plus de... Comment ça se traduirait cette nouvelle manière de jouer justement? C'est vraiment le côté consommer le loisir. Il y a moins ce côté s'intégrer à une association, prendre le temps d'eux. Ils sont là vraiment sur la période de jeu à venir jouer et à tirer la bille et à repartir. Il y a moins ce côté investissement dans les associations. Encore une fois, c'est qu'une partie des joueurs, mais je me rends compte que c'est de plus en plus émergent. J'ai l'impression d'être un dinosaure à l'airsoft. D'accord, ouais, ça fait un peu, tu sais, boomer du... C'était mieux avant. Non, mais c'est une perspective personnelle, puis tu as vécu des choses qui t'ont mené à penser ça, donc c'est que, ok, d'accord, c'est assez intéressant à entendre. Et tu disais 50 à 100 000 joueurs à l'échelle française, du coup? Franchement, je pense, mais vraiment occasionnel. C'est pas des joueurs réguliers. Ouais, bien sûr. Mais c'est sûr qu'on est plusieurs dizaines de milliers à jouer très régulièrement. Genre, pour te donner un exemple, alors ce qui est bizarre, c'est que l'airsoft, le réseau social le plus utilisé pour ce loisir en France, c'est Facebook. Parce qu'il y a la création d'événements et tout, et du coup, avant c'était beaucoup sur les forums, et on se rend compte que maintenant c'est quasiment que Facebook qui est utilisé pour ça. Et sur un des groupes les plus actifs qui s'appelle Airsoft francophone, on est à plus de 20 000 membres. Et il y a plusieurs milliers de joueurs vraiment actifs à répondre et à échanger ensemble. Donc non, on est quand même assez nombreux. Mais comme tu disais tout à l'heure, le côté recrutement, c'est peut-être pas le mot que j'aurais dû utiliser, mais c'est plus le côté sensibiliser à l'activité et surtout la dédiaboliser. Parce que mine de rien, pour un public extérieur à l'activité, il y a vraiment ce côté de... Les gens, ils sont habillés un peu en militaire, ils ont des répliques d'armes à feu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait beaucoup la différence entre une réplique d'airsoft qui est fait pour s'amuser et une arme à feu qui est fait soit pour faire du tir sur cible, soit malheureusement pour neutraliser quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment la différence entre les deux et on est vraiment là pour que les gens ils puissent le connaître dans les bonnes conditions en disant on est juste des grands enfants qui jouent aux cow-boys et aux indiens avec du matériel un peu plus évolué, mais voilà, on est juste des enfants qui vont courir dans les bois le week-end et pratiquer leur passion.
Ouais, bien sûr, c'est très important de faire cette différence-là entre les armes et les répliques, quoi. C'est pour ça qu'on est présent et je fais des vidéos et tout. C'est vraiment pour que l'image qui en ressorte soit la meilleure possible. Ok, ça marche. Parce que évidemment, de ce qu'on constate, le risque de entre guillemets subir un accident, donc avoir quelque chose de grave qui arrive, par exemple, je sais pas, se faire crever un œil ou quoi, est relativement réduit dans la discipline en général. Non, vraiment, il y a des normes, genre les lunettes, c'est une obligation de porter des lunettes normées, on conseille fortement des chaussures hautes, ce genre de choses. À partir du moment où on respecte les règles en vigueur et que tout est aux normes, ce n'est pas plus dangereux que le foot. Tu vas te prendre une grosse pichenette sur la main quand tu prends une bille. Dans 2 semaines maximum, ton bleu disparaît. À titre informatif, par exemple, l'airsoft, c'est moins puissant que le paintball ou qu'une carabine, ce qui est logique, mais une carabine à plomb. Pour un exemple, souvent celle de fête foraine, c'est aux environs de 10 joules. Le paintball, ça va de 4 à 10. Je vois large parce que j'ai pas les normes exactes, parce que je suis moins calé paintball. Et nous, à l'airsoft, on est limité à 2 joules en France pour être considéré comme une réplique d'airsoft et non comme une arme de catégorie. Sans rentrer trop dans les détails, le joule, en gros, c'est l'énergie cinétique que tu as développée en sortie de canon. Et du coup, on va mesurer d'un point A à un point B en combien de temps tu effectues cette distance en prenant en compte le grammage de jeu. Voilà, dans les grandes lignes, j'espère que j'ai perdu personne. C'est clair, franchement, c'est clair. Bon, bah tant mieux. Mais du coup, très bien, ok. Et comme on n'a plus beaucoup de temps du tout, je vais juste te demander en dernière ligne, est-ce que tu as une vidéo ou un projet dans ta vie, dans ta carrière en tout cas, dans l'airsoft, que tu as vraiment kiffé, c'est ton préféré all time, quoi? Franchement, actuellement, c'est mon projet Jay où j'ai sorti 2 épisodes et surtout l'épisode pilote où comme je t'expliquais tout à l'heure, le fait de faire découvrir l'airsoft à quelqu'un extérieur, et du coup, j'ai emmené ma grand-mère pratiquer l'airsoft. Et je suis réellement fier d'avoir pu partager ce moment avec elle, qu'elle ait kiffé, et j'aimerais bien avoir sa forme à son âge. Voilà. Bah, c'est la meilleure fin. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et puis bonne fin de salon à tous. Ouais, merci beaucoup pour ça, aucun problème. Et sur ce, on va passer à l'interview de, si je ne me trompe pas, l'escadron des midi-chloriens. Je vous invite à monter, bien sûr, dans quelques petites secondes.